toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo de mardi. Aujourd'hui, on va parler Bitcoin, bien évidemment, avec une petite dégradation. Tant que le premier arrêt tient, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est de faire un nouveau plus bas sur des plus petites time frames. On tente à pousser à la divergence, c'est ce que j'attendais, et on regardera comment on peut la confirmer. On va parler également d'une petite news du côté de Tesla. Elle n'est pas passée inaperçue, ça a été énormément relayé, et si vous regardez l'action de Tesla, ça a prodigieusement réagi de ce côté. Les GAFAM toujours en tête, au niveau des 7 Magic, le S&P 500 nouveau sommet, et côté de nos cryptoactifs préférés, c'est un petit peu le désintérêt. Et les désintérêts, généralement, dans des périodes d'accumulation, qu'on pourrait aussi parler de réaccumulation. On va regarder quelques objectifs, notamment des objectifs automatiques d'achat ici. Les prises de profit côté vendeur à découvert a été prise, et on est à l'aube, peut-être, d'un cataclysme de liquidité sur Bitcoin. Mais on va en parler dans cette vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Score des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez. Pour vous aussi, trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. On est plutôt investisseur chez les rois. On travaille sur cette stratégie de risk management qui fonctionne très bien sur les cryptoactifs comme sur les marchés traditionnels et marchés technologiques. Un peu moins sur les fonds indiciels, puisqu'elles représentent les meilleures entreprises de leur catégorie par pays, par tout ce que vous voulez. Donc fonds indiciel, plutôt team dollar cost average. Côté stratégie des rois, plutôt stock picking et aussi crypto picking, si vous le souhaitez. Bon, on va parler Bitcoin. On arrive sur un objectif qu'on avait visé ensemble. Ici, cette trendline baissière par rapport à ce canal descendant, toujours dans un range. Point bas, point haut, bottom au top. Est-ce qu'on va finir par le briser ? C'est peu probable, pour la simple et bonne raison qu'à un moment donné, il y a des acheteurs qui vont devoir défendre leur prix d'entrée et pas forcément suffisamment de force pour pouvoir aller attraper ce premier arrêt. Alors je peux bien évidemment me tromper. Dès lors, ça ouvre les objectifs d'opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours la contrepartie de quelque chose. Et la contrepartie, jusqu'aux 50 000, 46 000 $, ils sont là. Vous allez sur un petit site qui s'appelle Decentrader. C'est juste formidable. La dernière fois qu'on avait essayé de titiller les vendeurs à découvert aux alentours des 72 000 à peu près, 72 500, 73 000 $, on a été rejeté. On est exactement dans la même situation aux alentours des 56 500, 57 000 $. On tente d'y aller et à un moment donné, il va falloir réellement protéger ses prix d'entrée. En fait, ils n'ont pas le choix, sinon ils se font littéralement exploser. Du côté de l'order flow, on voit que tout le monde vend. Ici, par rapport à notre indicateur que Marstouf notamment nous partage très régulièrement, tout le monde est plutôt à la vente ici, que ce soit les Waze, que ce soit les baleineaux ou les baleines si vous voulez, plus le retail. Et généralement, quand c'est les petits qui tentent d'acheter le dip, ça ne fonctionne pas très bien. Voilà, il faut le savoir, quand c'est l'orange et les verts tentent d'acheter le dip, généralement, on fait des grosses bougies de liquidation. Alors ces grosses bougies de liquidation, elles peuvent d'ores et déjà être finies, puisqu'on arrive sur cet objectif de prix. On avait parlé de la team moyenne mobile 200. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en parle depuis quelques jours maintenant, peut-être quelques semaines. On y est sur cette moyenne mobile 200. On attendra bien sûr la clôture de la bougie en daily, en journalière. Et si on regarde du côté des contrats options, jusqu'à la fin du mois de juillet, on a le temps, pour être tout à fait honnête avec vous, d'aller les chercher. Alors, est-ce que je les ai encore ou est-ce que je les ai enlevés, ces contrats-options ? Je vais regarder si je vais les remettre juste ici. Voilà. Puisque je les avais enlevés. Voilà, on va le reprendre ensemble. Non, ça ne marche pas. Bon, je ne sais plus c'est quoi mon Hermès. Peut-être. Allez savoir. Non, c'est pas les bons. Bon, je le récupérerai, mais vous avez un strike price aux alentours des 65 000 $. Donc il est très fort possible qu'on se retrouve aux alentours de la fin du mois à 65 000 $, ce qui nous permettrait d'aller en fait réintégrer le premier arrêt, le casser ici et se retrouver aux alentours d'une zone de rechargement de vente logique court terme. Et pourquoi pas tenter une accélération pour aller short squeezer tous les vendeurs à découvert qui actuellement sont plutôt bien positionnés. Et on les voit ici, vous avez des grosses maps de liquidité jusqu'aux 75 000 $. Je pense que si on va faire un stock squeeze, on n'ira pas faire semblant d'aller faire un stock squeeze, on partira sur un nouvel ATH et ça peut être plus rapide qu'on ne le pense. Maintenant, se retrouver sur un bas de range, il manque un truc, la news. C'est quoi la news ? Pourquoi on est en train de dégrader du côté de Bitcoin alors que toutes les news sont plutôt positives jusqu'à preuve du contraire ? On l'attend, cette news. Si vous voulez en fait casser ce bas de range, il faudra une news très catalysante. Donc ça peut être du côté de la SEC, ça peut être du côté des États-Unis, ça peut être du côté de Donald Trump, ça peut être du côté des mineurs, ça peut être du côté de ce que vous voulez. Mais attendez-la, cette news. Et si vous êtes trader de news, passez du principe qu'au moment où elle est sortie, elle sera d'ores et déjà consommée sur une grosse bougie de liquidation. Tant qu'on ne l'a pas, à mon avis, on ne va pas aller beaucoup plus bas. Voilà, je vous donne mon impression, en tout cas je vous donne mon intuition.
Et je pense qu'on arrive très proche d'une zone de bottom. Alors cette zone de bottom, elle peut être vraiment sur un double bottom juste ici, aux alentours des 56 300, 56 400. Et tous les indicateurs nous montrent qu'on rentre déjà dans une phase très court terme de capitulation, bien que du côté des foundings, on reste encore positif, même si c'est plutôt encourageant, pour la simple et bonne raison que si on regarde du côté de nos indicateurs, je me suis un peu perdu parce que j'ai relancé tout l'ordinateur. On avait des problèmes au niveau du live, donc maintenant ça fonctionne extrêmement bien et c'est très rapide, donc très content. On retrouve des fundings un petit peu positifs, donc on est repayé, notamment du côté d'Ethereum, sur DYDX pour pouvoir long ce marché, donc c'est plutôt positif et généralement on reste pas très longtemps dans des fundings négatifs et c'est à peu près ce qu'on attend pour essayer de trouver des plays avec de la réintégration. Maintenant je vous donne juste un petit setup, on peut passer en 4 heures juste ici par rapport à notre RSI en 14 périodes. Je vous rappelle que le RSI en 14 périodes prend la confirmation du price action par rapport à un oscillateur de force entre les vendeurs et les acheteurs vis-à-vis des bougies de volume et il faut les clôtures de bougies. Tant qu'on n'a pas les clôtures de bougies, cet oscillateur varie tout simplement. Donc si on valide bien cette petite bougie ici, en 4 heures par exemple. On peut la regarder, vous avez une divergence qui est validée, jusqu'à preuve du contraire, et pour confirmer cette divergence, il faudra réintégrer la bougie supérieure. Voilà, juste ici, vous voyez cette bougie rouge qui signe un point bas ici. Donc là, je ne le prends pas en compte, je prends celle des 4 dernières heures. Si on vient à réintégrer en 4 heures au-dessus des 59 200, j'arrondis, dollars à peu près, on aura une divergence haussière confirmée sur les timeframes en 4 heures. Daily, c'est exactement la même chose. La clôture, en fait, elle n'a pas encore été faite. Donc il faudra attendre cette clôture de bougie en journalier, donc aujourd'hui, jeudi, puis éventuellement une acceptation. Les vendeurs joueront l'accélération pour aller dégommer tous les longs qui s'y trouvent, et je pense très fort qui vont très probablement défendre leur prix. Et si on vient réintégrer le prix au-dessus des 60 500 dollars, j'arrondis encore un tout petit peu au-dessus, mais c'est 60 470 dollars, à ce moment-là, vous aurez une divergence haussière en journalière, et personnellement, je les joue. Dès lors, ça fait clôture de bougie, acceptation, réintégration du range précédent. Derrière, on accepte, accélération pour les dégommer du vendeur, short squeeze. Donc j'annonce un short squeeze, mais actuellement, je ne le vois pas. Donc si je ne le vois pas, je ne peux pas le jouer. Donc moi, je joue que ce que je vois et non pas ce que je crois. Et ce que je pense, c'est que je suis attentiste actuellement sur, en tout cas, mon setup que j'utilise. Donc je prendrai ce play, bien évidemment, puisque si on réintègre au-dessus des 60 500 dollars, et à mon avis, ce sera pour aller dégommer du vendeur à découvert. Et probablement qu'ils vont se mettre en place, ces vendeurs à découvert, mais je pense qu'il faudra attendre tout simplement un regain d'intérêt au niveau des open interest. Donc ce que je veux voir, en fait, tout simplement, c'est un prix qui accélère à la baisse et une augmentation des open interest, juste ici. On s'en fiche des top traders, je pense que ça va plutôt latéraliser du côté des top traders. Et à ce moment-là, un funding négatif. Voilà, ça veut dire que les vendeurs à découvert s'engouffrent dans un hypothétique breakout baissier pour structurer un M-top en hebdomadaire, voire en mensuel si on continue comme ça tout au long du mois de juillet. Et derrière, en fait, tout ce qui est réintégration, c'est jouer debout sur la table généralement pour aller chercher le haut du canal, le haut du range. Et vous avez des plays qui sont formidables. Franchement, là, ça ferait des magnifiques risques-récompenses avec un bloqueur aux alentours du premier arrêt, voire le milieu de range ici, 52 000 dollars. Donc le play complètement évident, ce sera à peu près ça. En réalité, je vous le mets en définitive, grosso modo 10%, et on irait chercher les ATH. 3 pour 1. Ça, c'est un play très contrarien, et c'est généralement les plus ardus, parce que si on se retrouve là-dedans, alors bien sûr, on peut le monter un tout petit peu, 2,5, etc. Il n'y a pas de souci avec ça, en attendant des structures de réintégration, mais le play est plutôt beau, si le prix commence à faire un truc comme ça, puis clôture, puis ici continue à diverger, ici j'ai une divergence haussière en daily, tout simplement, alors pas comme ça, plutôt comme ça, pardon. Ici, magnifique divergence haussière en daily, réintégration de la bougie précédente, bam, je vise le haut du range, donc j'attends personnellement, et on le prendra ensemble si vous voulez sur BitGate et sur DYDX, on pourra prendre ce play ensemble et on verra comment on sera gobé si jamais ça se passe pas bien, pas plus de 1% du capital d'investissement, en tout cas trading, bien évidemment, là-dessus. Je vous donne 2 news, c'est important de faire un peu de ça puisque ça permet d'essayer d'apaiser un petit peu les esprits. C'est très émotif, on est dans un range, généralement, là où les émotions sont les plus fortes, c'est rarement en tendance, c'est plutôt dans les ranges, et on est plutôt bien positionné dans un range pour nous faire un petit peu tourner la tête. 2 news importantes. La première, c'est celle-ci, qui est plutôt positive. Justin, merci Watcher Guru, le plus grand mineur Bitcoin des États-Unis, Riot Platform, code son taux de hash de 50% seulement un mois. Bon, apparemment, Bitmain a réussi à livrer ses machines, plutôt positif. C'est assez incroyable quand même d'augmenter son taux de... Alors, ça peut aussi être des rebranchements de machines, parce qu'ils ont des accords avec les États, etc., avec les gouvernements, avec les gouverneurs, que s'il y a une demande importante au niveau de la consommation énergétique, de toutes sortes, en fait, ils débranchent, puis ils rebranchent, puis en fait,
En tout cas, ils ont augmenté le hash rate de 50%. Donc, ça peut venir de plein de choses, notamment la livraison des machines et des nouvelles machines qui ont été acquises lors de l'année précédente ou de cette année, et également de rebrancher tout simplement les mineurs. Donc, plutôt positif, parce que s'ils rebranchent, c'est qu'ils ont peut-être probablement une intuition haussière. Ça a fait le tour de France. Je vous le dis franchement, on est en plein dans les législatives par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale. Ça, c'est incroyable. Alors, je ne sais pas combien de fois ça a été retweeté, mais je pense qu'il faut le marteler. Et je m'inscris clairement dans cette logique, parce qu'il ne se cache même plus, il a tout à fait raison, hein, Token Invader, de l'expliquer que ces gens-là se cachent même plus. Donc, député Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, qui est depuis plusieurs mois, voire années, au devant de la scène, notamment francophone, du côté de la politique nationale, et voilà ce qu'elle sort. C'est incroyable. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants Totalement, absolument, absolument. Enfin, contraindre les épargnants, vous imaginez pas en fait à quel point... Ce qui est très intéressant d'ailleurs chez nos hommes et femmes politiques, c'est que généralement lorsqu'elles disent ça, alors on sent qu'elles bafouillent un peu. Donc vous sentez qu'elle a vraiment glissé sur des œufs à ce moment-là, très précisément. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Généralement, ils persistent et ils signent pendant très longtemps jusqu'à ce qu'ils se crament littéralement. Et je pense que c'est clairement pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Vous comprenez bien que les épargnants et ceux qui sont aisés en France, les contraindre, c'est les voir partir. Il faut vraiment aujourd'hui comprendre que le monde est extrêmement petit, il est extrêmement facile de se délocaliser et de se déplacer. Donc, la question à se poser, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on est capable, ou est-ce que la grande majorité des Français sont capables de complètement se délocaliser là où l'herbe semble plus verte, avec tous les risques que ça comprend et les opportunités, les menaces également que ça comprend bien évidemment. Il faut comprendre que non, on est plutôt bloqué dans notre condition humaine, en tout cas en France et plus généralement en Europe. Il faut le comprendre comme ça. Mais essayer de contraindre les épargnants, ceux qui sont les plus aisés, c'est les inviter à sortir de ce pays. Et croyez-le ou non, des pays sans riches sont des pays en déclin, systématiquement. Donc je ne dis pas qu'il faut faire des ponts d'or, je ne dis pas qu'il faut les exonérer de toute taxe possible, imaginable. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut essayer de tenter de trouver un juste milieu, parce qu'en disant cette phrase-là, on ne s'attaque plus aux riches, on s'attaque à tous les épargnants et généralement aux plus modestes, qui tentent de mettre un petit peu d'argent sur son écureuil, et notamment du côté du livret A ou tantôt quelques assurances-vie. Et les assurances-vie, vous pouvez la créer, bien évidemment, n'importe où sur la planète. Il faut comprendre que ce n'est pas que des assurances-vie en France. Mais pour avoir la défiscalisation en France, c'est quand même mieux, bien évidemment. Voilà, donc je trouvais ça... c'est pas incroyable, parce qu'au fond, tout le monde y pense tout bas. Il y a des mannes financières au niveau de l'épargne française qui est colossale. On parle de près de 2000 milliards d'euros à peu près d'épargne disponible, qui pourrait résoudre nos problèmes de dette. On finira très probablement pour sauver complètement un système en déclin vers ce type d'oppression. Donc c'est pas une question de si ça va arriver ou si ça va pas arriver, c'est juste une question de temps. Tant que la confiance règne, ça peut durer très longtemps, même de mon vivant, de notre vivant. Le jour où ça commence à décliner et que la confiance est perdue, l'épargne part avec. On va pas revenir sur toute la philosophie par rapport à l'inflation, etc. Mais partez du principe qu'on finira très probablement par y aller et n'importe quel parti politique rentrera dans une forme de répression d'épargnants, tout simplement. Donc, une solution qui est aujourd'hui plutôt intéressante, puisqu'on est assez tranquille pour le moment pour pouvoir en détenir, c'est bien évidemment Bitcoin, Ethereum, quelques crypto-monnaies fortement capitalisées, puisque un tout petit peu moins... on peut dire ça risqué si vous voulez, mais moins performante, donc moins menaçante. Et ça peut être une excellente idée pour dire, si vous avez vos clés, vous avez vos thunes, et si vous avez vos thunes, vous avez votre argent, et si vous avez votre argent, vous prenez vos propres décisions. Ne pas posséder son argent, c'est laisser les autres prendre des décisions à notre place. Super news. Et je finirai là-dessus, pas la peine d'aller beaucoup plus loin, c'est ceci. Les voitures Tesla figurent pour la première fois sur la liste des achats du gouvernement chinois. Ça, c'est un signe extrêmement fort, et je dis bien extrêmement fort, d'un assouplissement au niveau des tensions sino-américaines. Donc, ça passe inaperçu, mais c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et croyez-le ou non, mais ça a plutôt bien fonctionné du côté de Tesla. C'est assez impressionnant ce que ça a pris. Et la news vient que de là.
Ça a pris 35% juste parce que les Chinois intègrent dans leur carnet possible de commandes sur des fonds publics, hein, des voitures Tesla notamment, la Model Y, et on est très content. Il faut savoir qu'il y a quand même une usine en Chine de Tesla, et c'est très positif en fait de le voir. Donc si les Chinois font un pas en avant, partez du principe que les Américains vont faire un pas en avant, et c'est clairement ce que j'attendais pour pouvoir redonner un petit peu d'intérêt sur des valeurs plutôt chinoises ici, si bien évidemment les tensions sino-américaines, qui sont encore relativement palpables, continuent à descendre. Ce qu'on ne voit plus d'ailleurs depuis maintenant plusieurs mois. Alors est-ce que c'est une volonté au niveau médiatique, mais est-ce que vous entendez parler depuis plusieurs mois par rapport à Taïwan? La dernière fois, c'était quelques exercices militaires ou un porte-avions qui s'était approché des côtes. On n'en parle plus. Voilà, un pas en avant, un pas en avant. Alors, on ne sait pas ce qui se passe dans les couloirs, bien évidemment, mais c'est encore une fois très positif. Dès lors, ça me donne une dernière transition par rapport à un commentaire que j'ai eu très récemment de Clearb22. Bonjour Hermès, je suis très régulièrement et je ne t'entends jamais évoquer une potentielle récession aux États-Unis. Ça mettrait pourtant à mal ton timing. Je serais content d'avoir ton avis sur la question. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, au niveau de la récession aux États-Unis, on en a parlé il y a à peu près 2 ans et on y était. 2 trimestres consécutifs inférieurs par rapport à un taux de croissance négatif. Donc, d'ailleurs, il y en a eu 3, pour information. On a repris les devants de la scène. Comment? Pas du tout par rapport au tapering, pas du tout par rapport au quantitative easing, pas du tout par rapport à la Fed ou au post-recession. C'est Biden qui a sorti le carnet de chèques quand jamais il a sorti son carnet de chèques. Donc il y a eu des subventions extrêmement massives du côté des États-Unis pour pouvoir redonner un élan de croissance. Donc on revient sur ces schémas de pour 3 $ de dette, c'est 1 $ de croissance. Bah, grosso modo, on est à peu près sur ces niveaux de ratio qui sont plutôt maintenus depuis à peu près une dizaine d'années, ce qui est bien évidemment intenable et catastrophique. Mais voilà pourquoi on ne parle pas aujourd'hui de récession. Et on ne peut malheureusement pas parler de récession. Donc tant qu'on ne la voit pas, on peut la pressentir, on peut éventuellement tenter de l'analyser, on peut parler du principe que on est à l'aube d'un cataclysme financier, etc. Oui, mais ce cataclysme est toujours un problème de confiance. Et actuellement, la confiance règne. Les objectifs de bénéfices sont explosifs, sont canonissimes sur toutes les valeurs technologiques, en tout cas les plus grosses valeurs capitalisées. Du côté des États-Unis, la croissance est forte, et saine, et forte, même si fortement liée à l'endettement. Ma foi, ne parler de récession aujourd'hui, c'est être peut-être beaucoup trop invalidiste par rapport à une réalité de marché. Maintenant, si on reprend le scénario du timing, on vise une crise de confiance ou une crise de dette, si on suit les cycles de Biner qui existent depuis la fin du 19e siècle, aux alentours de 2026. Et croyez-le ou non, ça suit exactement le timing. Reprenez la crise de 2008, d'un interview de Warren Buffett, si on reprend le S&P 500. Il faut comprendre que lors de la crise de 2008, ou de la forte récession de 2008 et de la crise subprime, ça a été catalysé. Ça, c'est la première chose. Et 2, ça faisait plus d'1 an et demi, en fait, qu'on était en train de suffoquer lors de la crise de 2008. Et Warren Buffett avait dit, c'était fin 2007, début 2008, ça fait 1 an qu'on est en récession. Donc vous prenez en fait ici, on va prendre janvier 2008, là où ça commençait un petit peu à sentir le roussi, et vous reprenez janvier 2007. Janvier 2006. Voilà, grosso modo, janvier 2007. Allez, janvier 2007. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Bon, on a fait le yo-yo, et pendant 1 an, tantôt en haut, tantôt en bas, et puis on a continué à faire des ATH sur des nouveaux ATH, sur des nouveaux ATH. Donc la question à se poser, c'est, est-ce qu'on est par là? Ou est-ce qu'on est déjà par là? À quel moment on essaie de le jouer? À quel moment on essaie d'avoir le timing? Lorsqu'on a des informations sur 3 indicateurs. 1, l'emploi. Ça tombe bien, vous l'avez tout à l'heure. Ici, l'emploi, par rapport au taux de chômage. Le taux de chômage commence à être un problème pour Jérôme Powell à 4,1. C'est comme ça. De plus en plus le disent. Je ne sais pas si ça vient de moi, mais nous, on avait repris en fait des annonces de 2017 de Jérôme Powell. Donc on s'y approche. Donc si là le taux de chômage est 4,1, ça risque d'avoir un petit peu de volatilité dans les chômeurs. Ce ne sera pas très très bon, et d'ailleurs la dernière fois, ça ne s'est pas bien passé pour Bitcoin lors des annonces du taux de chômage. 2, la croissance. Vous avez notamment Atlanta qui nous propose une croissance relativement faible, mais positive, 1,5, voilà. Atlanta Fed, deuxième trimestre, 1,5 contre 1,7. Bon, un petit peu en deçà, mais on est loin d'une récession. Et 3, l'inflation. Et l'inflation semble être sous contrôle. Ah oui, elle n'augmente pas, elle n'explose pas. Alors qu'on a remis à jour les indicateurs de N-1 sur les 3 derniers mois, et ça semble plutôt être résilient. Si vous prenez Trueflation, qui est directement basé sur la blockchain, plutôt un outil intéressant, si on prend une inflation constante, réelle, par rapport à des indicateurs qu'utilisent
les États-Unis, hein, bien évidemment, parce que si vous reprenez de celle des années 80, on est plus près des 9% de taux d'inflation aujourd'hui, contre 3 actuellement, donc c'est divisé par 3, on serait à peu près à 1,86, donc une forte dégradation par rapport à l'inflation. Si vous avez un chômage en hausse de façon mécanique, vous aurez une baisse de l'inflation. Ce qui engendrera le pivot de la Fed, très probablement de fortes turbulences sur les marchés, puisque généralement c'est lorsque ça pivote qu'on a des turbulences sur les marchés. Donc je pense que le timing est plutôt respecté. On l'a dit, on le repartage. Grosso modo, septembre-octobre, ça va continuer encore un petit peu à grincer. Du côté de Bitcoin, il ne devrait pas trop se passer grand-chose du côté des marchés crypto. Et du côté du S&P 500, tout ce qui se passera l'été, très probablement sera annulé pour la rentrée en septembre, la rentrée des traders. Donc S&P peut continuer à un petit peu vagabonder, avoir d'ici septembre un gros sell-off, et on repart pendant un an, avant d'avoir une récession, une crise de dette, une crise de confiance, etc. pour 2026. Mais lorsqu'on commence à la percevoir, partir du principe qu'on a encore plusieurs mois devant nous, avant qu'elle soit pas actée, mais qu'elle soit ressentie, ne serait-ce que dans les marchés, tout simplement. Et d'ici là, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on attend des bonnes nouvelles. On attend le pivot de la Fed. En fait, il faut comprendre qu'on n'a jamais été aussi près d'avoir une diminution des taux. Diminuer les taux, c'est relancer le crédit, c'est relancer une forme de détente, c'est relancer une forme de confiance, c'est relancer une forme d'optimisme. Donc le marché tente de pricer ça depuis très longtemps. La question à savoir, c'est à quelle vitesse on va retrouver de l'optimisme, à quelle vitesse on va retrouver de la confiance, à quelle vitesse on va retrouver tout ça. Et c'est lorsqu'en fait cette confiance a été retrouvée, c'est lorsque cet optimisme a été consommé, que le marché tente de revenir à la réalité. Et là, ça craque. Et à ce moment-là, on parlera de récession. C'est exactement ce qui s'était passé notamment en 2008. Je ne sais pas si on l'a encore. Alors on va la choper au niveau de la charte sur les spreads et sur les forwards. Comme ça, je vous laisserai là-dessus. Bon, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais c'est toujours très intéressant. Juste là. Si on revient en 2008, me semble-t-il, sur mes spreads, voilà, juste là, au niveau du pivot de la Fed, et voilà, juin 2007 à peu près, donc, et puis tout crash, quoi. Voilà. C'est lorsqu'on est au plus haut, généralement, que tout crash. Si vous revenez sur le S&P 500, c'est lorsqu'on est au plus haut, où l'optimiste revient, où des traders bien connus francophones relancent pleine balle sur un retracement du premier arrêt et se font littéralement arracher. Mais on sera conscient de cela, on le verra arriver. La seule question à se poser, c'est pas si on le voit ou si on le voit pas. La seule question à se poser, c'est comment on réagira à la situation à ce moment-là. Et je vous le dis, si vous voulez que ce soit extrêmement baissier et qu'on se prenne un truc à travers la figure, c'est qu'il faudra avoir une perception et un sentiment très bullish, alors que, et une forme de perception de la news ou de l'information qui soit presque du désintérêt. C'était pas logique de voir des panneaux en 2008 par rapport à la crise des subprimes et l'explosion de la titrisation par rapport à des produits et crédits des faux swaps notamment. Vous aviez des panneaux partout aux États-Unis pour dire à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Tout le monde était au courant qu'il y avait 30 ou 40% des Américains qui étaient insolvables et qui avaient pris des crédits complètement délirants. Mais le marché ne réagissait pas. Le marché continuait à s'apprécier. On était dans une forme d'optimiste ambiant. Rien ne pouvait nous arriver. Alors que les informations, on les avait. On pouvait avoir peur de ça par rapport à une récession vis-à-vis de Evergrande, notamment du côté chinois. Mais ils ont de quoi pouvoir solder ce qu'ils veulent. C'est la machine du monde. Ils peuvent relancer leur économie sans problème. Ils sont pas si endettés que ça. Donc ils peuvent entre guillemets, étouffer, si vous voulez, ce risque systémique niveau immobilier. Mais si on parle de l'immobilier, c'est bien moins pire qu'en 2008, même si on commence à le sentir, notamment en France, où moins 10% de ce côté-là, Vinci Immobilier qui licencie 150 personnes, c'est pas 150 personnes, c'est beaucoup par rapport à la structure de Vinci Immobilier. Au niveau des promoteurs, c'est difficile actuellement, beaucoup de vendeurs de maisons individuelles font faillite aujourd'hui. On dépasse et on retrouve les records de 2012 par rapport aux faillites d'entreprises. On s'attend à près de 70 000 entreprises en défaillance en France d'ici fin d'année 2024. C'est plus qu'en 2012. Plus qu'en 2012. Mais reprenez en 2012, hein, c'était haussier. Et c'était une excellente opportunité pour pouvoir investir sur les marchés financiers. Donc à ce moment-là très précis, ça ne veut pas dire qu'on sera dans une forte récession. Mais en Europe, on va très probablement y aller. La seule solution, c'est pas compliqué. Je vous la spoil. Comment on règle des problèmes de dette ? Généralement, avec plus de dettes.